Je n'ai pas vu un seul territoire dans lequel l'intercommunalité n'a pas changé la vie quotidienne des habitants. Les intercommunalités sont les maîtres d'œuvre de la transition écologique dans les territoires. Une interco, quelle que soit sa strate, elle gère des compétences majeures. Une autre conviction, c'est que le bassin de vie est le bon échelon. On veut du sur-mesure pour nos territoires, on ne veut pas que tout soit décidé d'en haut et on veut une visibilité. Une forme de souplesse et surtout de sur-mesure qui fait la richesse de l'intercommunalité. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Territoire, un podcast d'Intercommunalité de France. Au programme, des entretiens pour éclairer les enjeux des élus et agents locaux. Je suis Baptiste Gapen, journaliste, et je vais tenter d'être votre porte-parole, d'amener à nos invités vos questions, intuitions ou besoins. Notre idée, vous proposer des interviews inspirantes sur différents thèmes pour répondre à vos problématiques du quotidien. Aujourd'hui, pour notre 7e épisode, nous recevons Françoise Navarre, maître de conférence à l'école d'urbanisme de Paris, et Philippe Estèbe, directeur d'études chez Acadie Coopérative. En partenariat avec Intercommunalité de France, ils ont tous les deux rédigé l'Atlas simplifié de la fiscalité locale, un état des lieux cartographique de la fiscalité des communes et des intercommunalités. Et c'est Léa Tramontin, journaliste avec moi à Territoire Audacieux, qui est allée leur demander ce que l'on retrouve à l'intérieur. Bonjour Philippe Estèbe, bonjour Françoise Navarre. Bonjour. Comme vous le remarquez, pour cet épisode, nous accueillons deux invités, Philippe Estèbe, directeur d'études à Acadie, et Françoise Navarre, professeure à l'école d'urbanisme de Paris. Dans cet épisode, nous allons revenir sur comment est né cet atlas simplifié de la fiscalité locale, ses objectifs et ses conclusions. Pour commencer, et pour qu'on identifie bien qui vous êtes, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, donc Philippe Estèbe, je suis géographe. Alors, je suis directeur d'études à Acadie. Acadie, c'est une coopérative bureau d'études composée pour une grande part de géographes, dont les missions se déroulent en gros du très local à l'Union européenne, puisqu'on peut travailler aussi bien sur des comparaisons européennes en termes de politique, par exemple rurale. On vient de terminer un travail autour de ça. Mais en même temps, on accompagne des collectivités dans l'analyse de leur territoire et la définition de stratégies de développement et de cohésion sociale. Et je suis Françoise Navarre, donc enseignante à l'école d'urbanisme de Paris et membre du laboratoire de recherche Laburba. Et donc en termes d'enseignement, nous accueillons des étudiants qui ont vocation à devenir aménageurs et urbanistes. Et l'idée de cette activité d'enseignement que je poursuis dans les travaux de recherche, c'est de les sensibiliser à des approches en termes de finances locales, dans le sens où la mobilisation des ressources financières est quand même, on le dit assez souvent, le nerf de la guerre de tous les projets d'aménagement, des projets urbains, plus globalement des projets de territoire, et qu'en retour, la conduite de ces projets à différents stades affecte les ressources dont peuvent disposer les collectivités locales. Donc j'essaie de sensibiliser les étudiants à ça, de conduire différents travaux d'études et de recherche sur ces sujets-là, sur un sujet connexe qui est l'économie de l'aménagement. Pourquoi avoir créé cet atlas simplifié de la fiscalité locale ? D'où est-ce que l'idée est partie ? L'idée est née de l'Intercommunalité de France, qui a lancé une commande à ce propos. Un premier travail avait déjà été réalisé en 2010, au moment de la suppression de la taxe professionnelle qui créait quand même un bing-bang relatif dans les ressources dont disposaient les collectivités locales. Et à ce moment-là, l'Intercommunalité de France, via la DCF, via Claire Delpech, avait voulu avoir un certain nombre d'éclairages, parce qu'au-delà du principe de neutralité qui entourait cette réforme, l'idée était de voir s'il y avait quand même certains territoires qui étaient plutôt gagnants et perdants à la réforme, non pas au moment de son avènement, mais par la suite en termes de dynamique. Et donc nous avions déjà réalisé un premier travail autour de ça. Et là, l'idée était de l'actualiser, puisque une bonne dizaine d'années s'étaient écoulées, et donc la demande était aussi un petit peu plus précisée. Oui, je rajouterai juste 2 points. L'idée, c'était à la fois de réactualiser, mais aussi peut-être de faire un état des lieux de la fiscalité dans sa dimension territoriale, à un moment où globalement, la tendance est plutôt à une déterritorialisation, à une nationalisation des ressources des collectivités locales. Et puis, peut-être un deuxième point, sauf erreur de ma part,
il y avait une idée supplémentaire par rapport à l'atlas précédent, qui était justement autour de cette idée de territorialité, de confronter la fiscalité locale telle qu'elle existe aujourd'hui aux dynamiques spatiales, c'est-à-dire évolution démographique, évolution de l'emploi, évolution du logement, un certain nombre de données pour en quelque sorte voir s'il y avait correspondance ou pas entre ce que, en quelque sorte, dit de manière assez simpliste, ce que rapportent les différentes taxes et ce que l'on constate comme à la fois structure et dynamique en termes socio-économiques sur un territoire. C'est vrai qu'on a du mal à discuter de ces questions liées au financement des collectivités locales. Très souvent, dans le débat public ou chez un certain nombre de personnels et d'acteurs, on a un discours assez univoque sur les finances et la fiscalité locale, qui vont bien, qui vont mal, qui sont dans un état catastrophique, qui sont désuets, etc. Et l'idée aussi, c'est que ce discours général est assez contre-productif et assez contraire aux réalités, dans la mesure où il s'agit d'une fiscalité qui est locale, qui dépend pour partie de choix politiques que peuvent effectuer les acteurs locaux, qui est assise sur une matière fiscale qui est locale. Donc nécessairement, de près ou de loin, elle a quand même une réalité en lien avec les territoires. Est-ce qu'elle est toujours réelle ou est-ce qu'elle n'est pas? Et donc du fait d'essayer de déconstruire ce discours un peu trop général qui est porté sur elle, et aussi en lien avec la déconstruction de ce discours général, c'est de donner des éléments d'information qui puissent valoir pour toute ou partie des territoires et qui puissent servir de point de repère à l'action que peuvent avoir des décideurs et des acteurs locaux dans la conduite de leur projet de territoire ou d'un certain nombre de politiques de développement territorial. Oui, ça, ce point est très, très important. D'ailleurs, c'est une des principales conclusions de l'Atlas. Vous n'en serez pas surprise, l'extrême différenciation, en fait, des paniers de ressources des collectivités selon leur situation rurale, urbaine, dynamique en démographie, présence ou pas d'entreprise, enfin toute une série de choses qui différencient les territoires et qui, d'une certaine manière, tendanciellement différencie aussi le panier de ressources et le niveau de ressources. Et ça a à voir avec le comment vous avez vous avez réalisé cet atlas, notamment en fonction de profils fiscaux. Comment est-ce que vous les avez déterminés et pourquoi vous avez décidé de les regrouper comme ça par profils fiscaux? Je pense qu'il y a un préalable à la constitution des profils fiscaux, c'est que on l'appelle atlas simplifié dans la mesure. Donc atlas, une entrée géographique que l'on a souhaité d'abord décliner selon les communes, selon les intercommunalités et ensuite selon les ensembles intercommunaux. Donc d'abord une différenciation institutionnelle avant qu'elle soit territoriale, une vision simplifiée aussi, dans la mesure où la fiscalité locale regroupe une multitude de taxes, d'impôts, etc., ne serait-ce que sur le foncier. On dénombre plus de 30 dispositifs. Donc l'idée, c'était pas de se consacrer à l'ensemble de ces outils ou de taxation et dispositifs fiscaux, de se centrer sur l'essentiel. Donc c'est pour ça que c'est déjà simplifié. Et ensuite, avant de constituer une typologie qui est quand même globalisante, l'idée était d'examiner chacun de ces grands impôts qu'on retenait pour voir quelle était son importance relative au sein des recettes dont disposent les collectivités locales. Donc il nous fallait des données à la fois récentes et relativement fines sur ces grandes sources de recettes fiscales que l'on souhaitait examiner et que par la suite, une fois qu'on a réalisé ce portrait au cas par cas des différents impôts à pouvoir de taux, sans pouvoir de taux, qui résultent de compensations figées ou actives, qui ont plutôt une base résidentielle ou qui tiennent plutôt à l'activité touristique et à la dynamique immobilière des collectivités locales, donc de grandes catégories d'impôts, on a souhaité les réunir pour constituer des profils fiscaux des communes, des intercommunalités et des ensembles. Autour de la notion d'atlas simplifié, c'est que un des enjeux, évidemment, c'était de disposer de catégories fiscales homogènes qui permettent des comparaisons entre les territoires. Or, si on était entré dans les détails, dans les méandres de la fiscalité, les comparaisons devenaient extrêmement difficiles. D'où une espèce de proxy, mais qui, en fait, c'est un proxy qui couvre quand même la très grande partie, la très grande majorité des ressources fiscales des collectivités. Cet atlas a donc plusieurs parties. Qu'est-ce que l'on retrouve dans la première? C'est une analyse de la spatialité, une analyse géographique des différentes taxes sur lesquelles
est assise la fiscalité locale. Donc il y a une dimension très informative et illustrative de l'état des lieux de la fiscalité locale aujourd'hui. Et je crois qu'il faut pas négliger cette partie-là qui est extrêmement importante parce que ça permet justement de faire un certain nombre de comparaisons dans le temps si on le rapproche de l'atlas qui avait été fait il y a quelques années. Elle permet entre autres d'aboutir à un certain nombre de résultats qui certes ne sont pas inédits mais qui ont le mérite quand même d'être un peu objectivés autour de l'importance, notamment pour les communes, de la taxe sur le foncier bâti qui est disponible pour toutes les collectivités dans une part importante, ça peut représenter jusqu'à 30% de leur produit fiscal et qui va constituer une assise, un matelas, un fond de sauce on pourrait dire, un fonds de recettes qui va être disponible pour toutes les collectivités, notamment donc les communes, un peu pour les intercommunalités, et donc qui ce stock de ressources va permettre d'amortir des dynamiques qui vont être plus ou moins favorables, conjoncturelles, etc., qui sont liées à la volatilité plus grande d'autres recettes, par exemple celles qui sont liées aux droits de mutation à titre onéreux, qui sont liées au flux de transactions immobilières. Donc il y a déjà un premier résultat, toutes les collectivités locales sont dotées, certes à des niveaux différents de ce fonds de recettes qui va déjà servir à asseoir leur action et leur constante budgétaire. Même si après, on se rend compte aussi que cette fiscalité foncière, pour des raisons d'actualisation des bases d'imposition, a cru un peu partout. Et donc, ça continue aussi à soutenir la dynamique de l'action publique locale. Ça constitue, c'est peut-être un peu péjoratif de le dire comme ça, mais une espèce de rente pour les collectivités locales, ou d'une manière peut-être moins péjorative, une assurance. Ça permet de mettre en évidence comme ça des choses qui ne sont pas inédites, mais qui ont quand même le mérite d'exister. Et de même que ça nous a permis de mettre en évidence le poids des compensations. Tout à fait. Des anciennes réformes fiscales, notamment de celles qui sont figées et qui entretiennent des situations existantes, des territoires industriels ou des territoires qui étaient très productifs et qui percevaient beaucoup de ressources au titre d'un taxe professionnelle. Donc du fait de ces compensations figées, il y a une inertie et des inégalités qui perdurent dans le temps, malgré d'autres types de changements et d'évolutions et de dynamique des territoires. On pourrait dire que, en partie, les compensations, et notamment les compensations qui sont liées à la suppression de la taxe professionnelle, ont une dimension mémorielle, c'est-à-dire elles rappellent ce qu'a été, qu'il est peut-être encore d'ailleurs, le territoire, à savoir un territoire naguère industriel, qui ne l'est peut-être plus, ou qui l'est peut-être moins, ou différemment. Donc de ce point de vue-là, on peut dire effectivement que pour partie, les dotations compensatoires figent en quelque sorte une image de la commune et de l'intercommunalité dans un passé antérieur à la suppression de l'impôt qu'elles viennent compenser. Ça, c'est donc pour la première partie. Sur quel levier les élus peuvent-ils appuyer ? Ça nous a surpris. Le fait qu'il reste quelques taxes sur lesquelles les élus ont un pouvoir de taux. Et en fait, on s'est rendu compte que les élus utilisaient assez peu leur pouvoir de taux, notamment sur le foncier, en fait. Sur les deux fonciers, bâti et non bâti, il y a très très peu de variations du produit fiscal qui soit lié au pouvoir de taux. C'est lié en fait à la variation du produit fiscal et lié très largement aux variations de la base imposable. Tout à fait. Et donc, ce qu'on explique assez largement en général par le caractère inadapté, vieilli des bases d'imposition, et notamment de cette valeur locative cadastrale qui n'a plus grand rapport avec les valeurs effectives des biens, et qui de ce fait dissuade les élus locaux d'appliquer des taux et des évolutions de taux sur une matière imposable qui n'a pas de réalité économique, mais qui en même temps, en contrepoint aussi, fait douter de l'usage décentralisé et de l'usage politique de la fiscalité locale, puisque comme il n'y a pas de variation politique, elle ne peut pas être articulée et en adéquation avec un projet politique pour le territoire. Alors même, et ça je pense que vous êtes bien placé pour le savoir, beaucoup d'élus revendiquent le pouvoir de taux comme étant le signe de leur autonomie politique et donc de leur capacité à ajuster leur niveau de recettes à leurs ambitions politiques. Or on se rend compte que de fait, alors c'est peut-être aussi lié à ceci que le pouvoir de taux reste sur des
sur des bases qui renvoient en fait à l'impôt des particuliers pour beaucoup. Et donc, évidemment, peut-être que les élus hésitent à faire varier le taux sur ce type de taxe spécifiquement. Et puis parmi les modes de financement, il y a les mécanismes de compensation. Cette étude à plat de la fiscalité locale nous a permis aussi de montrer en évidence l'importance grandissante des compensations dynamiques, notamment avec le coefficient correcteur pour la taxe sur le foncier bâti suite à la suppression de la taxe d'habitation, les compensations dynamiques liées aux exonérations des locaux industriels, et puis aussi et surtout la fraction de TVA qui est maintenant allouée aux intercommunalités. Et là, donc, ce sont des compensations dynamiques qui prennent de plus en plus de place dans les recettes des collectivités locales, et même si on ne pressent pas encore quel va être le devenir, on sent que malgré tout, ça va être un tout petit curseur et qui va se déplacer progressivement et qui va amener à des changements progressifs dans les dotations en termes de fiscalité locale sans que les collectivités puissent intervenir sur ces niveaux de fiscalité et de compensation qui leur sont attribués. Vous avez dégagé une classification avec des types de communes et d'intercommunalités. Qu'est-ce qui ressort comme tendance ? En fait, on se rend compte que... Alors c'est moins évident pour les communes, mais quand on regarde, disons plutôt le bloc local ou même les intercommunalités, on a quand même une géographie des types qui est relativement nette. Alors, pas complètement, mais en gros, on voit très très bien une partie nord-est de la France dans lequel les compensations liées notamment à la suppression de la taxe professionnelle jouent un rôle très important. On voit assez clairement des halos périurbains autour des villes, dans lesquels les taxes autour des grandes villes, dans lesquelles les taxes dynamiques de type droit de mutation ou taxes d'aménagement jouent un rôle important. Je simplifie à l'extrême, jouent un rôle important dans le panier fiscal local. On a un certain nombre de communes qui sont assez clairement situées, notamment dans les montagnes et quelques-unes près des littoraux, dans lesquelles c'est la taxe sur les résidences secondaires qui joue un rôle, en tout cas distinctif, pas nécessairement déterminant dans le panier fiscal, mais qui les distingue vraiment du reste du territoire. Et puis, on a toute une nappe d'intercommunalités dans lesquelles se combinent de manière, à part variable, les taxes foncières comme étant l'élément déterminant de la fiscalité, foncier bâti et foncier non bâti dans les communes, notamment les communes de grande agriculture, dans lesquelles finalement il y a peu d'habitants, enfin il y a moins d'habitants que d'hectares, et qui sont caractérisées par des grandes cultures céréalières ou de l'élevage. Donc on va retrouver plutôt dans le bassin parisien, dans quelques communes du Grand Ouest. Donc, là aussi, je simplifie énormément. Il y a sûrement d'autres catégories. Mais il y a quand même une géographie qui apparaît de manière relativement nette quand on regarde ça à une échelle un peu agrégée qui est l'échelle du bloc local. À l'échelle communale, c'est moins évident. Et effectivement aussi, ça nous a permis de repérer à la fois des positionnements géographiques et des types de profils qui pouvaient attirer l'attention. Tout à l'heure, on disait ça pourrait servir éventuellement de repère pour des décideurs, pour des acteurs politiques, de territoires présentant des enjeux spécifiques. Je pense par exemple aux territoires touristiques, que l'on peut distinguer parce qu'ils ont des taxes de séjour, des taxes d'habitation sur les résidences secondaires qui sont particulièrement importantes et qui leur apportent beaucoup de ressources pour le moment. Donc ils ont des avantages, mais en même temps, donc, ce que l'on peut pressentir avec les changements de mode de vie, de déplacement, etc., est-ce qu'il n'y a pas un risque hyper spécialisation touristique face à des devenirs des pratiques touristiques qui sont eux-mêmes incertains et qui peuvent, du fait de la raréfaction de ces taxes, fragiliser le modèle économique, le modèle de recettes et de dépenses de ces territoires qui aujourd'hui sont plutôt bien portants. Donc ça nous a fait aussi pointer des questions du devenir de la même façon aussi qu'on avait repéré des territoires plutôt de l'intérieur, plutôt en déprise, dans lesquels il n'y a pas beaucoup de base fiscale, dans lesquels
les élus ne peuvent pas exercer leur pouvoir de taux si tant est qu'ils l'utilisent sur de la matière fiscale importante, donc peu de ressources et donc peu de chances, hors des mesures de péréquation et de soutien importants, que ces territoires, avec leurs propres ressources fiscales, sortent des difficultés dans lesquelles ils sont. Donc c'est aussi à attirer l'attention sur ce type de territoire peu pourvu de tout type de fiscalité et qui auront du mal, et qui malgré leur importance territoriale. On peut aussi citer, de manière peut-être plus prospective, la situation paradoxale des territoires dynamiques d'un point de vue démographique, qui construisent beaucoup, donc autour des grandes villes. Ces territoires dans lesquels les taxes d'aménagement et les droits de mutation jouent un rôle très important. On peut se poser la question, là aussi, du devenir de ce magot fiscal, en quelque sorte, face à une tendance à la sobriété foncière et à la réduction de la production de bâtis, d'aménagement et d'artificialisation de terres. Donc là aussi, il y a une question, mais peut-être qu'on y reviendra quand on parlera de la transition écologique. Et d'une manière globale, les résultats que vous avez pu tirer, que ce soit sur la partie 1 ou 2, comment est-ce qu'ils peuvent, ces résultats, éclairer les politiques locales ? Alors, éclairer les politiques locales, directement, j'en suis pas tout à fait certain. D'ailleurs, c'était pas forcément dans cet esprit-là que l'Atlas a été construit. C'est pas un guide, un manuel de pilotage des finances locales à l'adresse des élus locaux. En revanche, il me semble qu'il y a au moins deux finalités, disons, politiques. C'est que d'une part, ça aide chaque intercommunalité, chaque bloc local à bien se situer par rapport aux autres. Et en ce sens, il me semble que ça confère aux élus une lisibilité, leur permet de voir où est-ce qu'ils se situent. Dans le même temps, d'ailleurs, il me semble que ça permet aussi d'alerter les élus quand même sur les risques dont on vient de parler et les fragilités dont on vient de parler. Et puis, par ailleurs, c'est aussi une adresse aux législateurs qui consiste à dire, regardez, il y a cette situation assez curieuse, assez paradoxale, à savoir le fait qu'une fiscalité qui est en train de se déterritorialiser est quand même encore pas mal accrochée à des caractéristiques, à des structures et des dynamiques locales. Et c'est une façon aussi de dire, au moment où tout un chacun tend à se convaincre du caractère inéluctable d'une nationalisation de la ressource, en quelque sorte, peut-être que le terme n'est pas bien choisi, il faut peut-être y réfléchir à deux fois pour se demander si ça vaut pas le coup quand même de conserver une prise de terre à la fiscalité locale, même si cette prise de terre aujourd'hui, et puis on y reviendra, ne va pas sans poser de problème effectivement, et notamment par rapport aux enjeux de transformation écologique et énergétique. Et donc, c'est toujours la même question, de savoir qu'est-ce qui vaut mieux en fait, une nationalisation de la ressource avec une distribution qui a du coup une capacité de péréquation ou d'équité plus forte entre les différentes entités du bloc local, ou maintenir un lien avec ces dynamiques territoriales, au risque évidemment d'une certaine inégalité. On sait bien, puisque de ce point de vue-là, les territoires ne sont pas aussi dotés de la même manière et aussi bien dotés les uns que les autres. Donc ça alimente ce débat-là. Je crois que c'est Claude Rénal qui est un élu d'Occitanie qui disait en gros, si on résume le débat, si on veut plus de justice fiscale, il faut nationaliser la ressource. Si on veut plus de dynamique et de correspondance entre la fiscalité et les stratégies locales,
eh bien, il faut garder une part d'impôt territorial. Je vais le dire autrement, la fiscalité locale, on l'a évoqué au début, est très critiquée, archaïque, obsolète, injuste, etc. Donc certains appellent de leur vœu une réforme de cette fiscalité locale. Donc on sait bien qu'on n'aura pas de grand bing bang de la fiscalité locale. Ça se saurait et ce serait intervenu. Néanmoins, s'il y a des mesures et des réformes qui sont prises, on voit bien que nécessairement, compte tenu de la grande diversité des situations et de leur accrochage et de leur assise territoriale, ça créera des territoires gagnants et des territoires perdants. Et donc il ne peut pas y avoir une solution unique qui va satisfaire tous ces territoires et tous leurs représentants. Et donc du coup, est-ce que ça pourrait être des aménagements qui soient territorialement différenciés? Peut-être que ça embrayerait vers trop de complexité, mais si tant est qu'il y ait une réforme générale, elle devra nécessairement être articulée avec des dispositifs de prise en compte des spécificités territoriales face à des enjeux de politique publique qui sont ceux de la sobriété, ceux de la transition, etc., qui se posent dans des termes semblables peut-être pour tous les territoires, mais qui sont confrontés à des disponibilités de ressources fiscales différentes pour assumer ces enjeux communs. Donc, même s'il y a un regard de la réforme qui ne peut pas être territorialisé parce que trop complexe, il y a nécessairement des ajustements territoriaux dans les ressources dont disposeront les acteurs locaux pour atteindre ces objectifs de politique publique qui sont partagés. Alors, je rajouterai aussi un point qui est que les différences socio-économiques entre les territoires ne reflètent pas simplement des disparités. Ça reflète aussi des fonctions spécifiques que ces territoires exercent, pas seulement pour eux-mêmes, mais pour souvent des systèmes territoriaux élargis. Une commune périurbaine, quand elle accueille des gens, souvent elle accueille des actifs qui travaillent dans le pôle urbain. Donc en réalité, elle remplit une fonction par rapport à un ensemble dont elle fait partie, qui est en gros l'ensemble métropolitain ou l'espace métropolitain. Donc il faut aussi se dire, dans cette idée de conserver une part territoriale avec des différenciations territoriales, c'est pas simplement une question d'équité, c'est aussi une question de est-ce qu'on accompagne les collectivités dans ces fonctions spécifiques qu'elles peuvent tenir par rapport à des ensembles plus vastes. Je pourrais dire la même chose sur les communes qui sont des communes céréalières, par exemple. Elles ont une fonction qui est très claire vis-à-vis de l'ensemble du territoire, puisqu'elles produisent de l'alimentation. Et donc là aussi, on peut tout à fait imaginer qu'elles puissent être, à un moment ou à un autre, pénalisées de cette fonction-là, alors qu'elle est extrêmement importante. Et donc vous parliez tout à l'heure, Philippe, qu'on allait arriver sur la question écologique, parce qu'en toile de fond, la question qui se pose, c'est si notre système fiscal est bien armé pour répondre aux nouveaux enjeux territoriaux en matière de financement de la transition énergétique et écologique. Quels éléments de réponse vous a apporté l'Atlas ? L'Atlas pointe un certain nombre d'éléments prospectifs, et notamment ceci que de plus en plus, en fait, ce qui reste de fiscalité territoriale est assis sur la consommation de foncier. Puisque, au fond, quand on regarde ce qu'on appelait tout à l'heure le fonds de sauce, c'est le foncier bâti. Parmi les impôts dynamiques, on voit très bien que les taxes d'aménagement et les droits de mutation jouent un rôle tout à fait important. Ce qui va rester de l'impôt économique, ça va être la contribution foncière des entreprises, puisque la CVAE est appelée à disparaître, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est appelée à disparaître. Donc, de proche ou proche, on disait à l'instant qu'il fallait garder une part territoriale, mais là, d'une certaine manière, ce qui va rester, c'est encore plus du territorial au sens de les intercommunalités, les communes, vont se retrouver arrimées à leur foncier. Or, on est dans une période, on l'a déjà dit, dans laquelle le foncier nécessairement va devenir rare, et que pour partie, et de plus en plus, la croissance se fera de manière endogène avec, au fond, tout ce qu'on raconte aujourd'hui depuis longtemps, l'idée de refaire la ville sur la ville, de densifier. Donc on est là, si vous voulez, nous semble-t-il,
dans un paradoxe, bon, même si les droits de mutation, on les perçoit quel que soit le type de transaction, évidemment. Mais là, on est sur un paradoxe qui est que les collectivités vont devoir changer de modèle économique en matière de production de bâtiments, que ce soit du bâtiment d'activité ou du bâtiment de logement ou des équipements, tout ce que vous voulez, alors même que, paradoxalement, l'impôt qui leur reste est finalement assis plutôt sur de vieilles pratiques en matière de consommation foncière. Après, il y a d'autres éléments sur les nouveaux usages du sol qui sont en train de se développer. Évidemment, l'usage du sol à des fins de production énergétique, par exemple, qu'il s'agisse de l'éolien, mais surtout du photovoltaïque. Donc ça reste sans doute un point d'interrogation. Or, là encore, je parlais de fonction tout à l'heure, c'est quand même une fonction extrêmement importante. Donc là, il nous semble qu'il y a un vrai chantier qui n'est pas complètement abordé, à ma connaissance, sauf erreur de ma part, et notamment dans tout ce qui se joue autour de la planification écologique. Large question, effectivement. Et une fois que l'on s'est dit ça, comment faire mieux ? On l'a plus ou moins évoqué en filigrane, c'est que par construction et par manque d'actualisation du logiciel fiscal, les bases d'imposition sont déconnectées des réalités locales, ce qui justifie le fait que bon nombre d'élus locaux se servent peu de leur pouvoir de taxation. Du coup, on a une espèce de grand écart qui se creuse entre la volonté politique des élus de conduire des projets de territoire, d'intervenir au nom de la sobriété, d'être dans l'action publique locale, et leur faible intervention en termes de fiscalité locale. Donc il y a une espèce de gap de décentralisation entre leur capacité et leur volonté à agir sur leurs recettes via le pouvoir de taux, et leur volonté et leur capacité à agir en termes de politique de dépenses et en termes d'action publique. Eh ben merci Philippe Estève et merci Françoise Navarre. Compris. Avec plaisir. C'est la fin de ce 7e épisode de notre podcast. Retrouvez le lien de l'Atlas simplifié de la fiscalité locale dans la description. Et nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Territoire, le podcast d'Intercommunalité de France.